Alors, Monsieur Muller travaille pour Veolia et il est spécialiste dans le recyclage des nouvelles batteries pour les voitures, pour les véhicules. Et donc, je vous donne la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais passer, on va passer un peu de temps ensemble pour échanger sur le recyclage des batteries de véhicules électriques, essayer de mieux comprendre de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'une batterie de véhicule électrique, quels sont les enjeux qu'on aura à relever et quelles sont les solutions technologiques qu'on pourra apporter. Alors, on a eu un petit débat tout à l'heure en déjeunant autour du sens et de l'enjeu environnemental des véhicules électriques. Donc, ce n'est pas l'objet du sujet. On en fera un autre, si vous voulez, une prochaine fois, mais qui est un sujet effectivement extrêmement passionnant aussi. Alors, premier point, quand on parle de batteries de véhicules électriques, on parle de beaucoup de choses. Dans les batteries de véhicules électriques, il y a des métaux, mais il n'y a pas que des métaux. On va plutôt nous se focaliser sur ce sujet des métaux. Et déjà, pour noter qu'aujourd'hui, il y a déjà des choses qui existent dans le recyclage des métaux. J'ai vu une conférence tout à l'heure sur les mâches-fer, mais en fait, tous ces métaux qui proviennent des activités industrielles, tous ces métaux qui sont contenus dans les objets du quotidien que vous utilisez, et bien derrière, ils terminent en déchets. On en a cité ici quelques-uns pour dire que dans tous ces déchets-là, eh bien effectivement, on en a parlé, il y a des terres rares, il y a des métaux stratégiques, il y a divers éléments qu'il convient de récupérer, et il y a des choses déjà qui sont opérées, qui sont réalisées par beaucoup d'acteurs, Veolia évidemment, mais pas que, pour travailler sur cette notion de recyclage. Lorsqu'on parle aujourd'hui de dématérialisation de l'économie, lorsqu'on parle de mobilité électrique, eh bien finalement, il faut se dire qu'à chaque fois qu'on dit ça, se cache derrière des outils, des équipements qui contiennent des métaux. Et finalement, cette notion de dématérialisation de l'économie, elle est finalement assez matérielle. En particulier, lorsque l'on regarde, sans regarder forcément le détail de chacune des courbes, mais vous voyez que si on regarde les gros enjeux aujourd'hui qu'on peut avoir en termes de besoins en métaux, la mobilité électrique, alors ça va du véhicule électrique voiture, mais ça va jusqu'au vélo électrique, les trottinettes. Tous ces équipements contiennent des batteries, dont on parlera tout à l'heure un peu plus précisément en termes de contenu. Mais il est clair que ces nouveaux moyens de mobilité contiennent beaucoup plus de métaux, en tout cas de métaux dits stratégiques, que ce que les anciens types de véhicules et de mobilité ne contenaient. Quand on parle d'énergie renouvelable, eh bien on parle de panneaux photovoltaïques, on parle d'éolien, et là encore, dedans, ça a été évoqué un peu ce matin, je crois que c'est encore évoqué cet après-midi, eh bien on va y retrouver aussi des métaux. Et lorsqu'on parle de dématérialisation, lorsqu'on parle de digital, lorsqu'on parle de serveurs, lorsqu'on parle de câbles pour transporter l'énergie ou pour transporter les données, lorsqu'on parle d'ordinateurs, de téléphones portables, ce que vous avez tous dans vos poches aujourd'hui, eh bien dedans on parle aussi de métaux. Et lorsqu'on regarde l'évolution sur les 60 dernières années, donc si vous voyez 1960, c'est là où il n'y a rien, et après, en 60 ans, on a une explosion de la production de métaux dans le monde. Les terres rares, c'est la courbe la plus importante, la courbe violette, mais on voit apparaître beaucoup d'autres éléments. Et quand on regarde les terres rares, c'est 30 fois plus en termes d'augmentation de production. Quand on regarde des métaux qui sont contenus dans les batteries, par exemple, que ce soit le lithium ou le nickel, on voit que les augmentations de production qu'on a actuellement, c'est x10 pour le lithium, x2 pour le nickel, et le cuivre x5, puisque le cuivre est extrêmement utilisé, alors évidemment, dans toutes les applications qui concernent l'électronique, l'électricité, la mobilité. Lorsqu'on observe ce graphique-là, on doit légitimement se poser la question de savoir où sont ces ressources. Alors, on savait qu'en France, on n'avait pas de pétrole. La question, c'est avons-nous des métaux? La réponse, c'est plutôt
Alors, pu ou non. En réalité, quand vous regardez la répartition de la production, ce ne sont pas les gisements, c'est bien la production mondiale de métaux, vous voyez que finalement ces métaux, qui sont un enjeu extrêmement stratégique pour l'évolution des sujets liés à la mobilité, liés à la dématérialisation de l'économie, sont majoritairement dans des plaques qui ne sont pas européennes, qui sont assez peu Europe du Nord. Et en fait, majoritairement, vous voyez que certains métaux, la Chine, évidemment, est un des producteurs importants de métaux, principalement parce qu'une grande partie des métaux qui sont transformés ne proviennent pas forcément de Chine, mais sont transformés en Chine. On a beaucoup parlé des semi-conducteurs il y a quelques années, enfin il y a pas très longtemps, quelques mois peut-être. Et lorsqu'on parle des sujets liés aux batteries, par exemple, eh bien oui, le lithium, l'essentiel du lithium transformé, pour obtenir le lithium utilisable dans les batteries, l'est en Chine. Lorsqu'on regarde des métaux comme le cobalt, qui sont très présents dans vos téléphones portables, mais aussi dans vos ordinateurs portables, eh bien, l'essentiel de la production, et d'ailleurs aujourd'hui des gisements, est au Congo. La Russie a aussi une grande partie de richesse, et puis sur le lithium en termes de production des matériaux bruts, donc en termes plutôt de minerais, ou de sel, eh bien c'est plutôt l'Amérique du Sud, le Chili, l'Argentine, qui en a une grande partie, puis il y en a un peu en Australie. Donc vous voyez quand même qu'une grande partie de ces pays ou de ces zones ne sont pas particulièrement des grandes démocraties, et les enjeux stratégiques liés à l'approvisionnement pour nos besoins de ces types de métaux est quand même un enjeu extrêmement important pour les années à venir. Lorsqu'on parle d'une batterie, de véhicule électrique, de quoi parle-t-on? Ce que vous avez dans vos téléphones portables est assez similaire à ce que l'on va trouver dans un véhicule électrique, avec des compositions toutefois légèrement différentes. On ne va pas avoir exactement la même répartition des métaux contenus. Mais une batterie, globalement, c'est quelque chose qui, pour un véhicule électrique, je mets de côté les vélos électriques et les trottinettes, est quelque chose qui peut pèser 300 kg. Ça, c'était plutôt la base il y a quelques années, lorsque l'objectif de production des véhicules électriques était de faire un petit véhicule qui faisait 250 km, voire 150 km, capable de répondre aux besoins du commun des mortels, nous tous, qui faisons, à part lorsqu'on part en vacances, qui faisons à peu près 25 à 30 km par jour. Donc quand on avait une batterie qui avait une capacité, une autonomie de 150 km, 200 km, c'était largement suffisant et ça suffisait très bien. Et puis il y a eu une évolution réglementaire, une évolution du besoin, une évolution des attentes des gens, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, les véhicules qui sont vendus, les derniers véhicules, alors Tesla évidemment, mais pas que, tous les autres, ont plutôt des batteries qui pèsent entre 500 et 600 kg. Puis lorsqu'on va sur les bus électriques, là, on va aller vers des 1 tonne 5 de batterie. Ce qui veut dire qu'on transporte aussi le poids de la batterie. Les puissances, même chose, 15 kW à 100 kW, selon qu'on est sur les technologies petit kilométrage ou des plutôt gros kilométrages, c'est-à-dire entre 300 km jusqu'à 550 km si tout va bien, sans chauffage et sans côte. Et puis, une batterie, eh bien, ça contient aussi pas mal de composés CMR. Donc, ce que l'on appelle CMR, c'est cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction. Parce que d'abord, certains métaux le sont, le nickel typiquement est de ce type-là, mais aussi parce que vous avez des solvants à l'intérieur qui sont extrêmement toxiques. En réalité, une batterie de véhicule électrique, c'est quelque chose qui a des super performances, qui fonctionne très bien, c'est une capacité énergétique extraordinaire, mais comme souvent, lorsqu'on atteint des hauts niveaux technologiques, eh bien, on atteint une grande complexité de mélange de produits divers et variés. Et puis en termes de technologie, donc je vous ai marqué quelques technologies. Alors ça paraît NMC, LCO, LFP, voilà, mais vous voyez, c'est simplement les métaux majoritaires qui sont présents dedans. Donc dans les véhicules électriques, majoritairement, nous avons aujourd'hui des technologies NMC. Dans les téléphones portables, vous avez majoritairement des technologies lithium, cobalt, oxyde. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de cobalt dans vos batteries de portables, alors que dans les véhicules électriques, aujourd'hui, on a plutôt beaucoup de nickel. Et puis, vous avez de nouvelles technologies aujourd'hui enfin, ce n'est pas des nouvelles, elles existaient, mais elles reviennent un petit peu sur le devant de la scène. Ce sont les technologies lithium fer phosphate qui ont l'avantage d'être extrêmement moins chères en termes de production, puisqu'il n'y a pas de métaux comme le cobalt
comme le nickel, qui ont une valeur économique sur le marché important. Le cobalt, alors avec des variabilités très importantes parce qu'on est sur un marché très fluctuant. Mais le cobalt, il vaut aujourd'hui à peu près 25 à 30 000 euros la tonne. Il en valait 80 000 il y a un an. Le lithium vaut à peu près 80 000 euros la tonne. Il en valait 250 il y a 6 mois. Donc on est aussi sur des marchés qui sont extrêmement variables et qui, sur des sujets d'offres économiques, de position de marché, sont effectivement très variables et très changeants. Je vous ai mis une composition moyenne de batterie pour vous donner quelques métaux. Alors, le lithium, je vois qu'il n'y est pas, ça fait 2%, c'est parce qu'en fait l'échelle n'était pas bonne, mais ça fait 2%, et le cobalt à peu près 3%. En masse, c'est des pourcentages en masse. C'est le pourcentage contenu. Voilà. Donc vous voyez que dans ces batteries de véhicules électriques, on va retrouver 8% de nickel, 5% de manganèse. Vous n'avez pas le tableau périodique, mais vous en avez quand même un petit morceau, parce que je n'ai pas mis non plus là-dedans les terres rares qui sont dans le servomoteur de la batterie, parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments. Et puis vous voyez qu'il y a dedans des solvants aussi qui sont présents dedans, qui sont des chaînes carbonées, et puis on a du graphite. La valeur des métaux contenus à date, c'est-à-dire j'ai dû le mettre à octobre ou à novembre, c'est 6 000 euros la tonne. Avec les variabilités que je vous ai indiquées tout à l'heure, on était plutôt à 10-12 000 il y a 6 mois. Donc ça change considérablement la donne sur les sujets de valeur de ces batteries. Alors, très difficile de faire des projections. À un moment, on a tenté, alors pas que nous, mais même Bloomberg, des sociétés de ce type-là, ont tenté de faire des projections de quel serait le taux de pénétration des ventes de véhicules tout électriques en France, en Europe, dans le monde. On a eu à peu près la même chose qui a été faite il y a beaucoup plus longtemps par un certain Carlos Ghosn qui a dit en 2025, 5% des véhicules en Europe seront des véhicules électriques. Bon. Aujourd'hui, le taux de vente des véhicules électriques en Europe, en 2023, c'est plutôt 15%. Lorsqu'on vend 20 véhicules, il y en a 3 qui sont tout électriques. Pas hybrides, tout électriques. Donc ça, c'est la courbe de mise sur le marché en Europe des véhicules tout électriques, c'est ce que vous avez en vert clair, et des véhicules hybrides, c'est-à-dire des véhicules qui, globalement, ont une batterie à l'intérieur qui, en général, fait entre 50 et 70 kg, à la différence d'un véhicule tout électrique qui ne fonctionne qu'à l'électricité et qui, lui, a plutôt une batterie, on l'a dit, de 300 à 600 kg. Donc vous voyez que le taux de pénétration du véhicule, globalement, c'est 23% hybride et électrique, mais je vous le disais, le marché électrique, c'est quasiment 15% aujourd'hui, c'est quand même colossal, et c'est peut-être un peu plus rapide que ce qui avait été envisagé. Globalement, en Europe, c'est 1,5 million de véhicules tout électriques qui ont été vendus en 2022, et vous voyez que la tendance 2023, elle sera supérieure de 200 000 à peu près. Donc, je n'ai pas fait le calcul, enfin, je ne l'ai pas noté, mais vous faites à peu près le calcul en vous disant 1,5 million, ça c'est la vente sur une année, multiplié par 500 kg, et ça vous dit à peu près ce qu'il faudra recycler en termes de véhicules et de batteries en fin de vie dans 10 ans, donnée moyenne de ce que peut être la durée de vie à peu près d'une batterie dans un véhicule électrique. Un autre élément important, lorsqu'on parle de recyclage, donc cette donnée que je vous ai montrée avant nous permet un peu d'anticiper ce qui va se passer dans les années qui viennent en termes de recyclabilité et quelles devront être les capacités de recyclage en Europe si j'ai pris le marché européen. Par contre, il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte aujourd'hui, c'est les déchets de production des usines qui sont en train de s'implanter aujourd'hui en Europe. Il y en a en Allemagne, il y en a dans le nord de la France, on en parle beaucoup avec ACC, Verkor, Envision. Il y en a évidemment aussi dans le nord de l'Europe, en Suède, et qui sont en train d'implanter, de démarrer, ou qui fonctionnent, c'est le cas en Hongrie, en Pologne, de ce qu'on appelle des gigafactories, c'est-à-dire des usines de production de batteries pour les véhicules électriques. Ces usines de production génèrent des déchets. Ces déchets, globalement, ce sont des batteries, mais qui n'ont pas été mises sur le marché et qu'il faut recycler parce qu'il y a un défaut à l'intérieur, il y a une problématique technique. Ça représente à peu près 10% de la production, c'est énorme, c'est 10% de ce qui est produit, qui est déchet, c'est extrêmement important. Et ce qui nous permet de faire à peu près des simulations de prévision, ce que vous avez là, de ce qu'il faudra recycler dans les années qui viennent. Voilà. Donc vous avez
50 à 80 000 tonnes en 2025 et ça va monter jusqu'à 400 000 tonnes en 2030 sur la base des hypothèses qu'on a aujourd'hui. Un autre point qui est important par rapport au recyclage, c'est qu'on peut parler de données techniques, données économiques. Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on ne veut pas, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? En fait, l'Europe a tranché. L'Europe a dit on n'a pas le choix. On va mettre en place une directive européenne qui va imposer une obligation du recyclage et qui va en plus imposer des objectifs de recyclage, pas de collecte, de recyclage, sur plusieurs paramètres. Et ça, c'est très nouveau. C'est très propre, en fait, vraiment au développement de la filière batterie. Un, sur le recyclage de la batterie, en masse. Je dois recycler 65% en masse de la batterie. Matière, hors énergie. Et puis, je vais regarder dans le détail, puisque je considère qu'il y a des métaux stratégiques, le nickel, le cobalt, le lithium, le cuivre, tout ça sont des métaux qui sont stratégiques au sens où on ne les a pas en Europe, et finalement on voudrait bien pouvoir les garder. Donc on va inciter les recycleurs, les metteurs sur le marché, l'ensemble en fait, de la ligne de production, d'utilisation et de recyclage, à mettre en œuvre des outils qui permettent de recycler chaque métal et donc d'imposer des réglementations en taux de recyclage sur chaque métal. Vous avez ici quelques exemples. En 2027, il faudra que 90% du nickel qui est contenu dans une batterie soit recyclé et qu'on en fasse la démonstration. Idem pour le cobalt. Il y a la même chose pour le lithium, je ne vais pas tous les citer. Puis un autre élément qui est extrêmement incitatif, c'est l'un des sujets importants lorsqu'on parle de recyclage, c'est la technologie, etc. Mais le vrai sujet, c'est qui réutilise derrière le produit que je recycle. Qui est prêt à accepter de prendre un produit issu du recyclage, ça a été dit ce matin, alors même qu'effectivement, on peut se dire que le produit issu du recyclage, il est forcément moins bien qu'un produit noble. Donc pour ce faire, le législateur, il a dit, c'est très simple. À partir de 2031, toutes les personnes qui vendront des batteries ou des véhicules contenant des batteries sur le marché européen devront démontrer qu'un pourcentage des métaux qui sont contenus dans cette batterie, mis sur le marché, vient du recyclage de batteries. Et en 2031, sur le cobalt, par exemple, il faudra démontrer que 16% du cobalt qui est mis sur le marché dans la batterie provient du recyclage. Donc ça devient très incitatif pour l'ensemble de la filière pour trouver des solutions nous permettant d'aller vers des solutions de recyclage et de fermer la boucle. Oui, c'est un peu vite, c'est pas grave. Je voudrais vous montrer là, globalement, qu'est-ce que ça veut dire le recyclage. Donc le recyclage, ça peut partir, alors on ne va pas en parler là, mais de l'éco-conception. C'est-à-dire que pour bien recycler, c'est plus simple lorsque, dès le départ dans la production, on a mis en œuvre les équipements, les moyens, les choses qui faisaient que ça devient plus simple de recycler. On va construire la batterie, on va construire le véhicule, on va utiliser la batterie, chaîne de vie. Et puis on va extraire la batterie, on va essayer de trouver des moyens de pouvoir réutiliser, changer des modules, ne pas changer toute la batterie. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place aujourd'hui autour de l'augmentation de la durée de vie de la batterie. Puis on va la collecter, on va faire un diagnostic. Et là, on va se dire, est-ce que je dois recycler la batterie? Je considère qu'elle est devenue un déchet, je dois la recycler pour extraire les métaux, ou est-ce que je peux la réutiliser dans une autre application? Et ça, c'est aussi un champ d'application, je me répète, mais un champ d'application de réutilisation de la batterie pour des applications autres, hors du véhicule, voire des gens qui accepteraient de faire moins de kilomètres avec une batterie un peu usagée. Puis ensuite, on rentre dans le principe du recyclage de la batterie. Alors, j'ai mis le position de Veolia, mais vous pouvez enlever Veolia, c'est quel positionnement dans la chaîne de valeur du recyclage. Et donc, il y a deux sujets. Il y a le sujet de est-ce que je ferme la boucle complètement, c'est-à-dire que je dis je pars d'une batterie et je refais une batterie, ou est-ce que j'ouvre en disant j'extrais du nickel, et ce nickel, je le revends pour faire de l'inox. Je peux. Vous voyez que, ce qu'on a dit avant, la directive européenne, elle devient un peu plus contraignante. Elle dit, vous pouvez recycler le nickel, mais en fait, vous n'allez pas avoir vraiment le choix, parce que comme j'impose des obligations de remise de nickel issus du recyclage dans les nouvelles batteries, arrangez-vous pour fermer la boucle. Et là, se pose une autre question. Quelle est la valeur ajoutée du recyclage? Où est-ce qu'on se positionne lorsqu'on fait du recyclage dans la chaîne globale de valeur? Est-ce que je deviens un producteur de batteries? Est-ce que je dis je vais faire moi-même mes batteries? Est-ce que je me positionne en tant que
producteur de produits finis, je fais du nickel de super haute pureté, et donc mes concurrents deviennent les producteurs actuels de nickel haute pureté présents partout dans le monde? Ou est-ce que je dis, en fait, je vais rester, entre guillemets, à ma place, je vais prendre un produit très complexe qu'un déchet, dangereux, avec plein de produits compliqués, et je vais extraire de ça, et je vais aller le plus loin possible dans une chaîne de production pour produire ce qui va être finalement la matière première secondaire de quelqu'un qui, plutôt d'aller chercher du nickel ou du cobalt ou du lithium dans les mines, va prendre le nickel ou le cobalt ou le lithium que je vais lui donner et qui correspond à un cahier des charges qui lui permettra de le réintroduire dans son process de fabrication de nickel. C'est ce que j'ai mis là, vous voyez, en disant, finalement, si nous on fait l'extraction, éventuellement la collecte, bon, c'est pas vraiment le sujet, mais le traitement, et je récupère des métaux, je vais les remettre à différents endroits. Et finalement, le plus simple pour moi, pour ne pas devenir concurrent de sociétés Glencore qui sont cotées à 200 milliards d'euros en termes de valeur, plutôt que d'être concurrent d'eux, alors que moi je ne vais rien peser par rapport au recyclage, je vais aller leur fournir des produits monométalliques d'une pureté suffisante pour être remis directement dans leur chaîne de production. C'est un peu ce choix qu'on a fait, nous. Ce n'est pas le choix de tout le monde. Certains font le choix d'aller encore plus loin et en fait d'arriver sur le marché avec des produits quasiment au grade de la batterie, c'est-à-dire qu'on peut les réintroduire dans une nouvelle batterie. Ce sont des choix industriels. Notre choix à nous, c'est de nous positionner en intermédiaire entre un déchet dangereux et derrière des gens dont le métier, c'est d'aller chercher des métaux dans les mines. Pour ce faire, on a travaillé pendant quelques temps. Et puis on a ici, vous voyez, deux usines. Une qui se trouve dans l'est, les deux se trouvent dans l'est de la France. Il y en a une qui historiquement travaille depuis des années sur le recyclage des batteries. C'est 25 ans qu'ils font du recyclage de piles et de batteries plutôt portables, les téléphones, l'alcaline saline, etc. Et puis qui, depuis une dizaine d'années, travaille en partenariat avec les industriels de l'automobile, avec les industries de production de batteries, pour développer des solutions technologiques de recyclage des métaux. Donc cette usine est dédiée aujourd'hui aux opérations mécanisées. On en a aussi parlé ce matin, la mécanique, la chimie. Bon, voilà, donc ce site est plutôt sur la mécanisée. On va voir tout à l'heure ce qu'elle fait. Et puis un deuxième site, qui lui est un site un peu plus important, qui est dédié au traitement et au recyclage des déchets dangereux, tout type confondu, et sur lequel on a construit, c'est le bâtiment que vous avez en bas à gauche, l'une des premières unités de recyclage par voie chimique des métaux contenus dans certains sous-produits de production des black mass. Que fait une usine comme Eurodieu sur la voie mécanisée des batteries? Et comment ça fonctionne? Donc l'histoire, elle commence effectivement là. La première opération, lorsqu'on a une batterie, je vous l'ai dit, c'est un outil qui fait à peu près 300 à 500 kg, qui contient beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité continue, largement de quoi tuer quelqu'un si on met les mains dessus comme ça. Donc la première opération, c'est de mettre en sécurité cette batterie, de manière à permettre aux opérateurs derrière de pouvoir opérer le démantèlement. Donc beaucoup d'opérations manuelles aujourd'hui, parce qu'effectivement les batteries sont toutes différentes, il n'y en a pas deux qui sont pareilles, donc il y a beaucoup d'opérations manuelles, c'est un vrai enjeu d'optimisation. Et puis ensuite on extrait ce qu'on appelle le module. Une batterie, c'est finalement comme une bibliothèque. Vous avez la bibliothèque, dedans vous avez des livres, et à l'intérieur des livres vous avez des feuilles. Imaginez que la batterie, c'est globalement votre meuble. À l'intérieur vous avez les livres, ce sont les modules, et dans les livres vous avez des feuilles, c'est ce qu'on appelle la cellule, et la cellule c'est vraiment la matière, vraiment l'élément initial de production d'électricité. Et donc l'enjeu c'est de démanteler tout ça pour arriver à ce module. Et quand on est au module, on va opérer des opérations de séparation mécanisée. Alors là c'est un peu simple, c'est un peu plus compliqué que ça en vrai. Première opération, on fait un broyage dit humide, parce que comme la batterie contient des solvants, si on broie la batterie comme ça, on fait des courts-circuits. Le solvant qui est extrêmement inflammable brûle et ça devient compliqué à gérer. Donc l'opération, elle est menée en milieu humide de manière à faire en sorte que le solvant soit extrait par les fluides que l'on utilise. On va obtenir ce que vous avez dans le rond, là, des broyats grossiers. Et ensuite, ces broyats grossiers vont passer dans une machine spécifique qui va séparer par granulométrie, par différents systèmes aéroliques, les différentes fractions, les fractions qu'on peut séparer, et on va obtenir
le cuivre et l'aluminium, qui sont en fait l'anode et la cathode. C'est là-dessus qu'on va venir déposer les matières actives. On va récupérer une partie de l'emballage, de la coque, c'est du fer et de l'inox. Et puis, dans le jargon, on appelle ça la black mass, hein, c'est cette espèce de masse noire. Et cette black mass, qui représente à peu près 30% du global de la batterie, quand vous avez une batterie qui fait 500 kg, vous avez à l'intérieur 150 kg de black mass. Cette black mass, c'est elle qui contient l'ensemble des matériaux stratégiques, le lithium à 100%, le cobalt, le nickel, le cuivre et l'aluminium, on l'a dit, mais aussi du manganèse dans certaines technologies. On a fait 30% du chemin quand on a fait ça. Et Dieu sait qu'on a déjà dépensé beaucoup d'énergie. Pas forcément de l'énergie en mégawattheure, mais de l'énergie humaine. Deuxième opération, eh bien, il va falloir qu'on valorise cette black mass. Donc le cuivre et l'aluminium repartent vers des schémas classiques de valorisation et d'utilisation de l'aluminium. Le fer et l'inox, c'est pareil. On va partir dans les schémas classiques de la métallurgie ou de la pyrométallurgie de ces métaux. Et le vrai enjeu, pour nous, ça va être de travailler sur la black mass. La black mass, c'est ça. Tout à l'heure, je vous ai mis une composition globale. Et ça, c'est ce que l'on a réellement dans cette poudre noire. Et vous voyez que, alors selon différentes technologies, mais ce que vous pouvez observer, c'est que la variabilité est extrêmement importante et que vous voyez rien que pour le nickel, par exemple, on passe de 3% à 18% selon les différentes technologies. Idem, oui, je me dépêche. Idem pour certains autres métaux comme le cobalt est à 3 à 6%, l'aluminium. Voilà. Donc on a un vrai enjeu chimique, c'est-à-dire que vous avez là à peu près 5 ou 6 métaux qui ne sont absolument pas présents habituellement dans les minerais. Donc il convient de développer des solutions technologiques qui nous permettent de répondre à cet enjeu de séparation, puisque l'on sait qu'en général, lorsqu'on est dans l'activité du cobalt, on n'aime absolument pas le nickel. Lorsqu'on est, enfin on peut l'aimer, mais on essaie de l'enlever. Quand on est dans le cuivre, on n'aime pas le manganèse, et ainsi de suite. Donc l'opération qui est mise en jeu, c'est une opération chimique. On va commencer par mettre en solution cette poudre de manière à dissoudre les métaux. Et puis, une fois qu'on aura dissous ces métaux, eh bien, on aura un lixivia et on va opérer des opérations de séparation. Et vous avez ici quelques analyses que l'on peut avoir sur les sels métalliques qui sortent. Donc nous, on ressort des hydroxydes métalliques. Et vous voyez que par rapport à ce que je vous montrais avant, quand on prend l'hydroxyde de nickel, on va être sur un produit dans lequel, vous voyez, les impuretés qu'on peut avoir en cuivre, en aluminium, en cobalt ou en fer sont extrêmement faibles. De l'autre côté, à droite, on va avoir le carbonate de lithium. Ça, c'est ce qu'on le ressort. Et le carbonate de lithium, c'est une partie, en tout cas, de la base de ce qui sort des lacs salés ou des minerais lorsqu'on fait l'extraction du lithium. Donc on obtient ces produits-là. Donc là, on a fait un pilote qui a tourné pendant des années. Et puis, il y a 2 ans, on s'est dit qu'on allait faire l'étape suivante. L'étape suivante, c'est ça. C'est une usine, alors c'est pas octobre 2022, c'est octobre 2023, excusez-moi. Usine qui a démarré, qu'on a commencé à construire en début 2022. Vous avez ici quelques photos des équipements. On va démarrer en janvier 2024, enfin j'aimerais bien en décembre, mais ça risque d'être janvier 2024, avec une capacité de 7000 tonnes de black mass par an, ce qui veut dire après 20 000 tonnes de batterie. C'est rien, hein, c'est un espèce de gros prototype en fait par rapport à l'enjeu des années à venir, mais c'est déjà un gap, il fallait déjà qu'on teste. Le CAPEX, donc l'investissement, c'est 18 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros annuellement. Et je vous ai mis, parce qu'on est important lorsqu'on fait du recyclage de parler d'analyse de cycle de vie, de vérifier si le recyclage, finalement, il a un impact plutôt positif par rapport à l'utilisation de matières primaires. Et effectivement, dans les études qu'on a menées il y a 3-4 ans, on voit qu'on a un CO2 évité de 1,5 tonnes par tonne de batterie produite par rapport à une production de batterie issue uniquement de métaux ou de minerais natifs. Voilà. Merci.